Bonjour à tous et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons de Diane Fossé, de génome et de vin. Et il est 16h, Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde. Salut. Eh ben on va commencer tout de suite cette émission avec Margot sur un des sujets des plus importants que l'on appelle le vin. Et oui, aujourd'hui nous allons donc effectivement parler du vin, cette boisson qui fait partie de notre patrimoine et dont certains d'entre nous en adorent ses saveurs. Ayant une sœur dans la sommellerie, coucou Tiffany, nous nous sommes rendus à Beaune, en Bourgogne, récemment pour visiter le musée du vin, que je vous conseille d'ailleurs. C'est alors que j'ai eu l'idée de faire une chronique sur le vin. Et oui, le vin n'est pas rattaché qu'à un seul domaine, mais il peut se rattacher à de l'histoire en nous donnant des pistes sur les façons de vivre de certaines civilisations, entre autres. Il peut également toucher à la science. Déjà, le principe même de fabrication du vin fait appel à des processus biologiques. Autour de la table, vous en savez plus là-dessus ? Il doit y avoir la fermentation, non ? Pour avoir de l'alcool ? Toujours aussi bon, oui, c'est exactement ça. Le processus de vinification, déjà, on va en avoir plusieurs étapes, et cette fabrication repose essentiellement sur la fermentation du raisin. La fermentation est un processus biologique se déroulant dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Ce processus va permettre, entre autres, la formation d'énergie sous forme d'ATP pour l'organisme qui la produit. Dans le cas du vin, ce sont des levures qui vont réaliser donc la fermentation alcoolique. Leur rôle sera de rompre chaque molécule de glucose, le sucre des raisins, pour former deux molécules d'éthanol, donc l'alcool, et deux dioxydes de carbone, le gaz carbonique. Un paramètre est crucial pour les levures et celui-ci va être la température, car trop froide, la fermentation ne démarre pas, et à partir d'un certain degré, les levures peuvent commencer à mourir. Une idée de cette température à laquelle nos chères petites levures peuvent ne pas y rester ? Je crois que c'est assez bas, parce que dans les caves, c'est assez froid comme le vin. 25 degrés, je sais pas. Après, tu as la différence avec les caves, et là c'est la fermentation, donc c'est pendant le processus oui, de fabrication. Moi, j'irais pas plus de 30, quoi. Allez au pif, avec ma chance je dirais 24 degrés. Eh bien, pas de chance Corentin, mais un peu plus pour Loris, parce que c'est 32 degrés. C'est alors le nombre gagnant du jour. Donc si un auditeur l'a deviné, bravo à lui, il a gagné notre joie d'une bonne connaissance des levures. Mais pour produire du vin, il ne suffit pas de faire fermenter des raisins. Est-ce qu'un savant connaisseur par ici connaîtrait les étapes de la vinification ? Déjà, faut écraser le raisin. Ouais, c'est une pour ça, étape. il y a des trucs en Italie où ils marchent pieds nus dans les cuves là, pour écraser. Ça se fait encore, oui. Ouais. Alors, les processus de vinification vont être multiples en fonction de vin que l'on veut obtenir. Nous allons prendre l'exemple du vin rouge. Il est déjà obtenu à partir du raisin noir, contrairement au vin blanc, où cette fois, c'est le raisin blanc qui sera utilisé. On va avoir une première étape de foulage et d'éraflage. Les grains de raisin sont séparés des rafles car celles-ci donnent un goût amer. Ensuite vient la fermentation alcoolique et la macération. Puis, on va avoir le pressurage et l'assemblage, où une fois le jus fermenté recueilli, les parties solides qui restent dans la cuve sont pressées, elles libèrent un nouveau jus, le vin de presse qui peut être assemblé au jus fermenté précédemment recueilli. Vient par la suite la fermentation, qui va cette fois-ci faire intervenir des bactéries. Tiens, autour de la table, savez-vous quelle est la différence entre une bactérie et une levure ? Une levure c'est un champignon. Oui. Mais je crois qu'ils sont tous les deux unicellulaires, qui se composent, sont faits que d'une seule cellule. Ils sont tous les deux unicellulaires. Et une autre différence aussi, c'est que la bactérie va être prokaryote, donc sans noyau, alors que la levure fait partie des eucaryotes, donc elle aura un noyau clairement délimité. Et c'est quoi le rôle des noyaux en général ? Contient de l'ADN. Ouais, c'est ça, tout le matériel génétique. Et donc, revenons à notre petite fermentation malolactique. Sous l'action des bactéries, l'acide malique va être transformé en acide lactique, qui sera 2 fois moins acide. Le vin va donc s'assouplir, se stabiliser et s'enrichir en arômes. La vinification du vin rouge se termine donc par la stabilisation et l'élevage. Souvent, avant la mise en bouteille, on va avoir un assemblage, c'est-à-dire que le nouveau vin sera mélangé à d'autres, issus de cépages et de parcelles et de cuves différentes. D'ailleurs, petite parenthèse pour réexpliquer ce qu'est un cépage, car personnellement j'ai mis du temps à comprendre. Un cépage désigne le fruit d'un type de vigne spécifique. En science, le cépage fait référence à la variété de plants de vigne ou de raisins. Voilà, tout simplement. Après cet assemblage, le mélange sera stabilisé, puis l'élevage commencera et celui-ci lui permettra d'augmenter son potentiel aromatique grâce aux arômes de bois, s'il est réalisé en tonneau par exemple. Ou grâce à des interactions avec le dépôt, on aura donc des levures mortes qui, mélangées à d'autres composés, donneront le lit, qui, en fonction d'une agitation ou non de ce lit, on aura des changements d'arôme du vin qui pourront avoir lieu.
Je n'irai pas plus loin dans les étapes de la vinification, mais je vous invite, si vous êtes du coin, ou pas d'ailleurs, à visiter le musée du vin à Beaune, en Bourgogne, qui offre une large vue d'ensemble de la vinification, des vins et de tout un tas d'autres détails autour du vin. Sous notre émission du jour, qui sera sur YouTube, vous pourrez également retrouver un lien vers une image tirée du magazine Science et Vie retraçant les étapes de vinification du vin rouge et blanc. Vous pensez que ma chronique est terminée ? Bien sûr que non. Nous avons encore quelques petites choses à voir ensemble en lien avec les sciences et le vin, comme le climat. Alors, oui, le climat a une très grande importance sur le développement des vignes. À savoir qu'en 2011, l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, recensait plus de 3420 différents en France. Le pays comptait alors plus de 785 000 hectares de vignes sur plus de 87 000 exploitations viticoles, domaines, châteaux, coopératives, caves particulières, sous environ 270 cépages, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Lors de ma visite au musée du vin, donc en Bourgogne, j'ai pu m'apercevoir que quand il parlait de climat, il ne désignait pas ce qui se situe au-dessus de notre tête, mais ce qui est en dessous. Le sol a une très grande importance dans les vignobles français. Donc il va y avoir plein de choses qui vont être mises en place, donc, notamment la température, l'ensoleillement, les précipitations qui vont avoir une réelle importance parce que les vignobles du coup sont des écosystèmes particuliers. Et d'ailleurs, il va falloir stresser les plants pour pouvoir qu'elles aient une meilleure croissance, parce que c'est la racine, enfin le système racinaire vertical qui sera préférentiel. Avant de finir cette chronique, nous allons rapidement revenir sur une maladie qui a eu de très gros impacts sur la culture des vignes et sur le vin français. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui, je crois que c'est un parasite qui a attaqué toutes les vignes, mais je me souviens plus de son nom. Et je crois que ça rend les feuilles marron, non ? Ouais, ça les mange. En fait, c'est le phylloxéra. Donc c'est un insecte parasitaire, donc parasite. Et il va en avoir en effet deux sortes. Une qui est sur les feuilles et l'autre qui va être sur tout ce qui est la tige. Donc celle qui est la plus redoutée, c'est celle qui est donc sur la tige. Et elle a causé bon nombre de problèmes en France et plus globalement en Europe au début des années 1860. Ce petit être vivant est donc un insecte piqueur et suceur, c'est-à-dire que certaines parties de ses pièces buccales se sont spécialisées dans ses fonctions. C'est aussi le cas de nos chers amis les moustiques par exemple, où de nombreux insectes subissent des transformations de leurs pièces buccales afin de se spécialiser dans une fonction particulière, évidemment en lien avec leur régime alimentaire. Le phylloxéra s'attaque donc aux vignes et donc sur les racines des plants et les piques. Cela aura pour effet d'entraîner donc des blessures qui vont s'infecter et affaiblir le pied, jusqu'à les faire mourir. Le phylloxéra, il provient donc des États-Unis à l'origine et il a été importé en raison des exportations. 3 décennies auront eu raison de l'insecte grâce à la replantation de vignes issues de porte-greffes d'origine américaine résistant naturellement aux nuisibles. Cette technique a permis de sauvegarder les cépages français qui ont chacun leur typicité et leur caractère. Tout est bien, qui finit bien. Encore une fois, les États-Unis sauvent la France. Oui, mais bon, après, il faudra voir dans les décennies, parce que là, par exemple, en 1990, il y a eu une maladie encore du phylloxéra à cause de plants qui n'étaient pas assez résistants. Donc, il faudra voir au cours du temps si tout cela se stabilise. Et j'avais vu aussi qu'avec les changements climatiques, il parlait de faire que le sud de l'Angleterre commençait à avoir les mêmes conditions pour faire le champagne. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, nos climats ils changent beaucoup et les vignes ont tendance en fait à monter vers le sud. Donc la carte de toutes les régions viticoles, enfin tout ce qui est comme ça risque de changer au cours du temps. Eh bah super, merci Margot, et n'oubliez pas de consommer de l'alcool avec modération. Tout de suite on fait une pause avec Eddie Floyd et le titre Big Bird avant de retrouver Loris pour nous faire un quiz sur le verre. Bonjour, bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Loris que nous retrouvons avec un quiz qui sera 100% transparent avec vous. Et oui, tout à fait. Alors, le verre est un matériau bien connu que l'on trouve partout et que l'on utilise tous les jours, que l'on côtoie au quotidien. Mais savez-vous vraiment tout de ce solide mystérieux ? Alors, première question, question ouverte. Selon vous, quelle est la définition du verre ? Donc les matériaux, pas le verre dans lequel on boit. C'est du sable fondu, non ? Plus précisément. Ça, Transparent ? c'est la composition. Ouais. Quelque chose de transparent. Mm-hmm. Mais quand on a un reflet, c'est encore du verre ? Par exemple avec un miroir ? Oui. C'est encore autre chose, je pense. Ah d'accord. C'est traité chimiquement pour faire les miroirs. C'est défini par sa dureté aussi, non ? C'est ça. Donc je vais vous proposer une définition, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Un verre est un cristal transparent, dur, fragile et cassant. Vrai ou faux ? Je dirais faux parce que fragile et cassant, c'est vachement redondant. Moi, je dirais faux parce que, en fait, fragile me perturbe. C'est pas cassant qui me perturbe, c'est plus fragile. Parce que cassant, tu peux dire,
Dans le sens où ça résiste pas à des déformations. Moi, je dis tout pareil que Nico. Et bah du coup, la définition est fausse, mais pas pour les mêmes raisons. Aïe. En fait, tout le reste est vrai. Donc transparent, dur, c'est Ah, fragile, ça se casse. C'est le cristal, c'est pas un cristal. Ouais, c'est pas cristallin. En fait, le verre, c'est un matériau qu'on Bah oui. appelle amorphe. Ça veut dire que dedans, en fait, les molécules, donc le verre de base est composé, donc tu avais raison, de sable, donc de silice. Dans le verre, ils sont pas ordonnés. Ils sont totalement désordonnés, du coup, et en fait, c'est ça qui donne le caractère transparent du verre. Ça existe des matériaux avec la même composition qui sont cristallins, mais c'est par exemple le quartz. Deuxième question, est-ce que l'on peut faire du verre avec du métal ? Je dirais Alors, oui. redonne la définition du verre. Le verre, c'est un matériau amorphe, transparent, dur et fragile. Moi, je dirais oui, parce que tu sais pas, parce que ça dépendrait de la pression, de la température à laquelle tu le fais. Donc peut-être que à la pression et température à laquelle le métal se forme, et ben une autre, il va peut-être devenir du verre. D'autres avis ? Tout Moi, c'est pareil. avec le transparent qui me perturbe en fait. Mais du coup, je te laisse nous éclairer. Et bah du coup, c'est vrai. Voilà, on va parler vraiment un petit peu plus technique, c'est qu'en fait, quand un matériau est liquide et qui se solidifie, il y a ce qu'on appelle un temps de relaxation. Et en fait, pour la silice, donc le verre, il est très 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 long. Enfin, quand on le refroidit, en fait, ça n'a pas le temps d'atteindre son temps de relaxation où ça va s'ordonner. Du coup, c'est pour ça que ça va faire le matériau amorphe. Les molécules n'ont pas le temps de s'ordonner et du coup, si c'est refroidi très rapidement, voilà, ça fera le matériau amorphe. Et la différence, c'est que le métal, lui, a un temps de relaxation extrêmement court. Donc ça va s'ordonner directement dès que ça se refroidit. Donc ça veut dire qu'il faut refroidir plus vite que son temps de relaxation. Et du coup, ça existe avec des machines très performantes qui font des refroidissements ultra rapides en quelques millisecondes. Mais ça existe pour des petites dimensions, donc des rubans de métaux de 0,1 mm d'épaisseur, de 1 cm de longueur, quoi. Donc ça Truc que existe. tout le Et monde voit donc tous les jours. ouais. Donc c'est du métal amorphe, du coup ça existe, mais c'est très rare et c'est pour des expériences. Oui, c'est plus Ah, un voilà. côté au niveau de la recherche, on va pas s'amuser à oui, faire voilà. ça. Donc, mais c'est du métal transparent aussi, tout ça, mais Ok. qui est très rare. Et du coup, est-ce que le verre donc classique avec de la silice peut-il se cristalliser avec le temps ? Donc vraiment un verre, par exemple une vitre solide, est-ce qu'elle peut au bout d'un moment devenir un cristal, enfin, Ouais, cristalline ? Moi, je dirais si la température augmente ou des choses changent dans son environnement, oui. Non, sans que ça change, juste avec le temps. Vu comment tu nous poses la question, je dirais oui, mais en vrai, de base, je dirais non. En vrai, moi je dirais non, je serais pareil que toi. Dans mon esprit, il faudrait quand même changer la pression ou la température ou ce qu'il fasse. Peut-être dans les pays où il fait très chaud, je sais pas. Je vais dire non aussi, du coup. Bah, du coup, l'intuition de Corentin était la bonne, car c'est possible. Donc, comme disais, c'est toujours avec cette histoire de temps de relaxation. Donc, il est très lent avec le verre classique. Et une fois que c'est solide, il y en a toujours un, mais il est extrêmement long. Donc, en fait, avec un temps infini, le verre pourrait commencer à se cristalliser. Mais ça durerait des siècles, voire des millénaires. Mais c'est pour ça que sur des vitraux de certaines cathédrales, on voit le verre qui devient opaque. Sur certains vitraux qui datent de plusieurs centaines, voire plus d'années, que les vieilles cathédrales, bah, le verre cristallise, mais c'est presque infini, quoi, le temps. Mais c'est théoriquement possible. Maintenant, on va parler de la composition du verre. Affirmation, tous les verres sont verts à l'intérieur. Vrai ou faux ? Vous savez, quand le verre, on regarde, c'est transparent, mais des fois, quand on regarde sur une tranche, par exemple, une plaque de verre, on voit la tranche, il y a du verre dedans. Du verre à la couleur. Oui, le verre... Merci. Je sais pas si c'est possible, s'il y a des petites incrustations, petites coupures et un reflet ou quelque chose comme ça, non ? Et bah, du coup, l'affirmation est fausse. Tous les D'accord. verres ne sont pas verts, mais ça existe avec les verres qu'on dit borosilicatés, donc qui contiennent du bore, qui est un élément chimique assez léger du début de la classification, qu'on appelle plus communément le pyrex. Alors, en fait, c'est l'élément qui donne la couleur verte. Alors, le vert est pas vert est pas de couleur verte quand on le regarde s'il est transparent, mais c'est vraiment sur la tranche ou quand on a une plaque. Que sinon, le verre classique, donc avec de la silice, quand on regarde, c'est blanc dedans. Et ensuite, il est possible de colorer le verre entièrement en ajoutant des petites particules de métaux, donc on appelle des ions. Par exemple, quand on rajoute du cobalt, ça fait un verre teinté bleu, du fer, ça fait du verre teinté vert, et de l'or, ça teinte rouge. C'est comme ça qu'on crée les fameux les vitraux des cathédrales.
Mais il y a le même phénomène avec le quartz. Genre, c'est tout ce qui Oui, va voilà, donner c'est des- améthyste, tout ça. Tout Oui, ça, c'est sauf du que- quartz, c'est avec des pigments. Enfin, pas des pigments, mais des. Dans les minéraux pierres précieuses, en fait, ça se fait naturellement. Ouais. Que là, pour colorer le verre, on le fait artificiellement. artificiellement pour faire des vitraux, des verres colorés, tout ça. Mais c'est le même principe. C'est en gros des impuretés. Je parlais tout à l'heure du Pyrex. Le Pyrex est-il plus résistant à la chaleur que le verre classique? Normalement, on sait que le Pyrex, c'est les plats qu'on met au four, tout ça. Ah. Mais du coup, est-ce Ouais, que c'est plus on le résistant à sait. la chaleur que le verre normal? Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Ah, c'est une bonne question. Comme ça, on aurait tendance à dire oui, mais si tu poses la question, c'est que. Bah, Oui, que oui. des questions pièges. moi, je dis faux parce que souvent, sur les fours, devant, t'as des plaques en verre. Donc, si ça fondait avant que ce que tu mets dedans. Sur les bah oui. Qu'est-ce que le Pyrex? En fait, le Pyrex, c'est juste. Tu vois, en fait, le Pyrex, c'est un verre spécial Ah oui. qui a été fait, alors il me oui. semble, pour être juste plus résistant en fait. Ok. Parce que si jamais tu le fais tomber, et ben c'est pas lui qui s'éclate, c'est le sol qui s'éclate. Non, moi je voyais comme les. Mais du coup, peut-être que du coup, il a perdu en résistance à la chaleur. Et Ah du oui, coup, mais je voyais comme pas du Coco tout ça. disait, ce serait paradoxal parce que souvent, tu vas mettre tes plats que tu vas mettre au four. D'un côté, je sais pas à combien est la température de fusion du verre. Ça se trouve, ça l'a baissé que de 500 degrés et c'est ok pour le mettre au four. Ah non, moi je voyais ça comme les cocottes en fonte en fait. Genre j'ai complètement ça- vu autre chose en fait. dans On ma parle tête. du verre Toi, tu Magali. vois, Pas du Pyrex. Et oui, le Pyrex, peut-être qu'il absorbe mieux les chocs, mais pas les C'est- changements de température. Et bah, c'est presque ça. Donc, du coup, c'est faux. Il est plus résistant au choc thermique. Donc, si on passe, c'est pour ça les plats en four sont faits ça. S'il passe de un verre classique, tu le passes de 200 degrés au four, tu le sors dehors, il va fissurer. Que le Pyrex, il Tu le mets résiste. dans l'eau froide, clac. Bah, J'ai déjà fait l'expérience, c'est pour ça que. Oui, bah oui. Bah, ça, beaucoup, tous les verres. Mais bon, après, ça résiste pas autant que du métal ou je sais pas quoi, mais c'est. Disons que ça plus résistant. Alors que niveau thermiquement, ils font à plus basse température, à 800 degrés au lieu de 1500 pour le verre normal. D'accord. Mais Ouais. dans ton four où tu chauffes à 200 degrés, tu verras pas la différence. Et t'avais raison, il est ainsi un peu plus dur mécaniquement, donc au choc, mais bon, si tu le fais tomber, normalement ça se casse quand même, à part s'il est super épais, mais... Tu fais un trou dans le sol et puis ouais. Alors, prochaine affirmation, les verres en cristal, qu'on appelle donc comme le cristal de Baccarat, sont faits de verre qui est cristallisé. Vrai ou faux? Moi je dirais faux. Parce que ça veut dire que tu passerais genre de ton sable ou de quelque chose au verre, puis ensuite au cristal. Enfin ça serait super long. Je Moi, crois je suis d'accord avec Magali. Moi, je crois que c'est faux parce qu'il me semble que dans le cristal, tu rajoutes un truc par rapport au verre de base. Et bah c'est exactement ça. En fait, le cristal, c'est une mauvaise appellation, car en fait, c'est du verre qui est toujours amorphe, mais qui contient du plomb. En fait, de l'oxyde de plomb. Donc, qui a été découvert historiquement, tout ça. Et en fait, ça réduit juste la température de fusion et ça rend le verre plus modelable. C'est pour ça que les verres sont beaucoup plus beaux à travailler. Et du coup, pourquoi est-ce que les verres en cristal chantent-ils quand on passe le doigt dessus, ou pourquoi ils résonnent s'ils sont pas cristallins? C'est une très bonne question. Bah alors là, j'en ai aucune idée. Et bah du coup, c'est parce que vu que le verre est plus malléable, les bords sont plus fins et lisses et se déforment plus facilement, ce qui favorise la résonance. Donc quand c'est en rond, le son résonne et donc déforme plus facilement le verre. Et donc le son est plus intense. Mais ça Avec risque la pas de le déformation. casser au bout d'un moment? Et bah c'est le sujet de la prochaine question. Enfin, est-il vraiment possible de casser un verre en cristal avec sa voix? Ah, selon la Castafiore, oui. Hein. Moi je dirais oui quand même. Et est-ce que c'est un cliché ou pas? Moi, je dirais non, c'est pas un cliché. Enfin, oui, enfin, Enfin, ça serait bizarre comme Avec cliché, un ça son, sortirait d'où? avec un son, tu peux. Ouais, c'est ça, genre, ouais, d'où ça viendrait sinon. Eh bah, du coup, c'est possible. Pour faire résonner le verre, il faut chanter à la note très précise de résonance du verre, donc qui est très aiguë. Il faut une voix puissante pour arriver à la faire résonner suffisamment pour que la déformation casse le verre. Donc du coup, il faut une voix puissante, très aiguë, et qui tient la note pendant plusieurs secondes. D'où le cliché des chanteuses d'opéra, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et dernière question, l'acide fluorhydrique, HF pour les intimes, est-il le seul liquide capable de dissoudre le verre? Je savais même pas qu'on pouvait dissoudre le Ouais, verre. moi Je croyais aussi. que c'était C'est le tellement fameux amorphe que ça acide réagissait dans toutes les séries, comme dans Breaking Bad, où on peut dissoudre des corps dedans qui traversent tout. Et est-ce le seul capable de dissoudre le verre? Ah, je dirais non. Je dirais non. Ah non, qui est le seul cap. Si, bah si. pas. Et je Vas-y, dirais moi, je toujours vais non. aller à contre-courant, je vais dire, il peut même pas dissoudre le verre. Ouh. Et bah c'est Corentin qui a raison. C'est le seul, donc l'acide fluorhydrique est le seul, parce que le fluor en fait réagit avec la silice qui est dans le verre. Et c'est pour ça que c'est un acide, c'est pas un acide fort, enfin puissant, mais en fait il dissout certaines choses. C'est pour ça qu'il peut être contenu que dans le plastique.
Donc c'est tout pour cette chronique, merci de m'avoir écouté, et je te repasse l'antenne Corentin. Bah super, merci Loris. On va tout de suite faire une pause avec Caléo avec le titre Glace House avant de retrouver Mathilde qui nous présentera la primatologue Diane Fosset. Bonjour à tous ou rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, nous écoutons Mathilde pour nous parler de la primatologue Diane Fosset. Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme incroyable qui a révolutionné l'étude des gorilles. C'est Diane Fosset. Elle est connue dans le monde entier dans le domaine de l'éthologie, donc c'est l'étude du comportement animal, pour son travail sur les primates. Il faut savoir qu'au début, rien ne la destinait à un tel avenir et ne laissait présager qu'elle irait jusqu'à donner sa vie pour protéger les gorilles. Effectivement, Diane est née le 16 janvier 1932 à San Francisco et entre à l'Université de Californie pour devenir vétérinaire, mais n'étant pas très douée dans la physique-chimie, elle a dû abandonner. Elle s'est alors tournée vers les enfants et a suivi des études d'ergothérapie. Diplômée en 1954, elle travaille 8 ans dans un hôpital pour enfants. Dans les années qui suivirent, une amie lui proposa de l'accompagner en voyage touristique en Afrique. L'idée lui trottant dans la tête, Diane va économiser pour s'offrir ce voyage. Ainsi, elle a 31 ans lorsqu'elle se rend pour la première fois en Afrique. Un voyage touristique à travers le Kenya, la Tanzanie, le Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe. C'est au cours de ce périple, au Congo, qu'elle fait sa première rencontre avec les gorilles des montagnes. Diane est immédiatement fascinée par ces grands singes à l'allure imposante, mais dont le comportement dégage une certaine timidité. Au printemps 1966, près de 2 ans après son voyage, elle assiste à une conférence du paléontologue et primatologue Louis Leakey, dont elle avait fait la connaissance en Tanzanie. À l'époque, ils avaient échangé au sujet des études menées sur les grands singes, et notamment sur les travaux avec les chimpanzés, d'une des plus grandes primatologues, Jane Goodale. À l'occasion de cette conférence, Diane montre ses articles au professeur Leakey et il va permettre à Diane de réaliser une étude de terrain sur les gorilles des montagnes. Ainsi, en décembre 1966, Diane repart pour l'Afrique, où elle va vivre plus de 15 ans aux côtés des gorilles des montagnes. Pour gagner leur confiance et les approcher de plus près, elle s'écarte des méthodes enseignées dans les manuels d'éthologie et de zoologie, qui étaient de s'asseoir et d'observer. Elle a le sentiment qu'une telle attitude risque davantage de susciter la méfiance chez les grands primates. Elle tente alors d'attiser leur curiosité en imitant leur comportement et leur vocalise. En quelques mois, la présence de Diane est acceptée par plusieurs groupes de gorilles. Sur des photos publiées en 1970 par le magazine National Geographic, on la voit au contact de gorilles dans des situations de promiscuité et d'échange qui vont contribuer à détruire le mythe de King Kong, le gorille tueur d'hommes. En réalité, c'est bien l'homme qui menace le gorille et non l'inverse. En 1970, Diane Fosset écrit dans un article, ouvrez les guillemets, « À moins d'efforts plus coordonnés et davantage de détermination pour sauver le gorille des montagnes, cette espèce est vouée à disparaître dans les 2 ou 3 prochaines décennies. À l'époque, on ne dénombre déjà plus que quelques centaines d'individus. Les gorilles sont théoriquement protégés, mais leur survie est constamment menacée par le braconnage et les éleveurs. Diane Fosset est dans un conflit permanent avec eux. En 1977, un gorille qu'elle avait dénommé Digit et dont elle était très proche est tué par des braconniers en défendant les membres de son groupe. Diane entre alors dans une guerre ouverte avec ces derniers qu'elle tente d'intimider et de punir par ses propres moyens. Au Rwanda, on l'appelait Nyaramachabeli, la femme qui vit seule dans les montagnes. Un nom qui évoque le sacrifice fait par Diane Fosset pour étudier et protéger les gorilles. Le combat et la vie de Diane s'achèvent atrocement en décembre 1985. Elle est découverte dans sa hutte, le crâne fendu en 2 à coups de machette. L'assassin n'a jamais été retrouvé. Elle est enterrée auprès de ses gorilles. Cette fin tragique contribue à faire de Diane Fosset une icône de la lutte pour la préservation d'espèces menacées. D'ailleurs, avec le film Gorille dans la brume qui sort quelques années après sa mort, le grand public découvre et se passionne pour la vie de la zoologue américaine auprès des gorilles. Aujourd'hui, plusieurs associations poursuivent le combat pour la préservation des gorilles des montagnes. Si l'espèce ne s'est pas éteinte comme l'avait craint Diane Fosset, c'est grâce à l'héritage qu'elle a transmis, sa connaissance scientifique et surtout sa détermination. Diane Fosset a réussi à sensibiliser et à impliquer les populations locales au sort réservé aux gorilles et a ainsi permis de faire reculer le braconnage qu'ils subissent. Eh ben merci Mathilde, on va essayer de se détendre un peu avec Michael Moore et tout de suite donc on fait une pause, on aura juste après Magali qui va nous parler des génomes. À tout de suite. Bonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite nous écoutons Magali pour nous parler du Golden State Killer. Et oui, je vais vous parler du Golden State Killer, mais avant, je vais vous parler de génomique. Alors, vous allez me demander quel est le lien ? Eh ben, vous verrez tout au long de ma chronique. Donc tout d'abord, la génomique, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'étude d'un objet biologique, donc un organe, un individu, une espèce, etc., à l'échelle de son génome, donc c'est-à-dire de son ADN, en fait, par exemple pour nous.
Dans un cas concret, donc ça peut représenter donc l'étude de notre ADN et ça peut permettre de déterminer notre prévalence face à certaines maladies. Donc c'est-à-dire est-ce qu'on aurait plus de chances de l'avoir si on a telle mutation, etc. Et donc ça peut s'appliquer par exemple sur les cancers. En 2001, le premier génome humain complet a été publié. Donc ça représente 3 milliards de bases qui ont été analysées. Les bases, donc c'est les briques qui constituent l'ADN, donc les fameux A, C, G et T, et qu'on appelle aussi nucléotides. Et donc je vais continuer à appeler nucléotides dans cette chronique. Il faut aussi savoir que 2 êtres humains, même les plus éloignés possibles, donc que ce soit de la généalogie ou géographiquement, partagent au minimum 99,5% de leur génome. Et donc cette étude du premier génome humain a permis d'appréhender les gènes et leur potentielle utilité dans notre organisme. Cependant, il ne pouvait pas rendre compte des différences présentes entre les individus. Et du coup, en effet, les gènes localisés auront normalement, entre guillemets, toujours la même localisation et la même fonction. Mais certaines différences peuvent tout de même apparaître, comme par exemple pour la couleur des yeux, puisqu'il y en a qui ont les yeux bruns, les yeux bleus, etc. Et ces différences sont dues au fait que nous ne portons pas tous la même version du gène en question. Et ces versions, en fait, on appelle ça des allèles. Un gène peut se décliner sous plusieurs versions qui sont des allèles. Encore, cette étude du premier génome fut le début de nouvelles études permettant d'analyser les génomes de personnes plus ou moins proches géographiquement, pour avoir plus une cartographie des différences, etc. et mieux appréhender toutes sortes de mutations. Donc depuis, de nouveaux projets voient le jour, comme notamment celui de HapMap, lancé en 2005. Et ce projet a permis de cataloguer des allèles en étudiant les polymorphismes nucléotidiques. Donc en fait, ce polymorphisme consiste en la variation entre 2 allèles d'un seul nucléotide. Donc sur les 3 milliards qu'on comporte, il y a une seule nucléotide qui varie. Mais pour que cette variation ne soit pas considérée comme aléatoire, et donc qu'elle soit juste mise à la poubelle, il faut qu'elle soit portée par à minima 1% de la population. Et donc ce fut donc entre 2005 et 2012, près de 3,5 millions de ces polymorphismes en fait, qui ont été étudiés par ce projet. Plus récemment, le projet des 1000 génomes a permis l'analyse de 15 millions de ces polymorphismes entre 2010 et 2012. Cette différence de résultats s'explique par la différence de moyens, tout comme le fait que le premier génome humain fut séquencé en plus de 10 ans, tandis qu'aujourd'hui un génome humain complet peut être séquencé en seulement quelques jours. Et quelques centaines de dollars, évidemment. Et puis les techniques et moyens évoluent. Et il suffit aussi de mettre tout cela en parallèle du tout premier génome séquencé, donc pas humain. C'était 5400 nucléotides en plusieurs mois. Mais du coup, à quoi est-ce que ça peut bien servir ? Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Eh bien, entre autres, à déterminer quelles mutations peuvent apporter une prévalence à certaines maladies. Donc prenons l'exemple du cancer du sein et de l'ovaire, puisque une mutation d'un gène peut apporter à la personne portant cette mutation une prévalence face à cette maladie. Donc je précise juste que la prévalence, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément développer ce cancer. Et du coup, ces mutations qui se nomment BRCA1 et BRCA2 ont été identifiées. Et bon, comme je le disais, ça signifie absolument pas qu'une femme porteuse de cette mutation déclencherait obligatoirement le cancer du sein ou de l'ovaire. Alors, ils ont compté qu'entre 40 et 80% de ces femmes présenteront cette tumeur au cours de leur vie. Donc, c'est selon le type du gène qui est concerné, l'histoire familiale du cancer. Du coup, si c'est une mutation génétique, c'est que ça provient de la famille, etc. L'environnement de l'individu, etc. Il y a beaucoup de facteurs, en fait, qui entrent en jeu. Face à ce boom, on va dire, de technologie, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible de séquencer son propre génome pour quelques centaines de dollars et quelques jours. Et ça vous permet parfois de retrouver votre famille et on vous dit « Ah bah voilà, telle personne a également fait appel à nos services et vous êtes cousin à tant de degrés, etc. » C'est là que vient une petite anecdote assez croustillante, puisque en 2018, Joseph James DeAngelo, un homme de 72 ans, dont l'ADN ne figurait pas dans les banques de données de la police américaine, pourquoi le serait-il finalement ? Et qui n'avait jamais fait appel aux sociétés séquençant l'ADN, parce que, enfin, pourquoi ? Donc il n'avait pas été séduit par l'envie d'envoyer son génome comme ça, étonnant. Et pourtant, donc, c'est en 2018 que cet homme fut arrêté pour des meurtres commis dans les années 1970 et 1980. Et en fait, donc, à l'époque, l'affaire avait été classée sans suite, mais elle avait été reprise par un enquêteur et un agent du FBI qui, avec l'ADN en fait, qui avait été trouvé sur la scène de crime, donc ils avaient pris cet ADN et ils l'avaient envoyé à l'une de ces fameuses entreprises, donc qui est le GenMatch.
Donc ça permet, donc, comme je vous l'ai expliqué, de retrouver des personnes qui sont généalogiquement proches de nous. Et donc là, ils ont pu retrouver un cousin au 3e degré de ce monsieur De Angelo. Et en fait, en remontant dans toute la généalogie, ils ont réussi à éliminer donc des gens, à avoir quelques suspects, etc. Et en remontant comme ça aux aïeux de cette personne, à retrouver donc Joseph James, le fameux Golden State Killer. Mais ça se conserve je savais pas aussi du tout, facilement, l'ADN, enfin, après tellement d'années. Eh bien oui, l'ADN, ça peut se garder en fait jusqu'à 1000 ans. Voilà. Ah oui, d'accord. 1000 C'est ans fou. après. Oui, oui, c'est fou. Mais ça, c'est fou, mais ça détruit Jurassic Park. Hein. Donc jamais de dinosaures. Hein. On sent le traumatisme. Ah là, bah, une enfance détruite. Eh ben super Magali, merci. On va tout de suite écouter Tame Impala avec le titre Lost in Yesterday, avant de retrouver Nico qui va nous faire un quiz sur beaucoup d'idées reçues. À tout de suite. Bonjour, vous êtes dans la dernière partie de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. On retrouve Nico pour nous faire un quiz sur des idées reçues. Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait un petit quiz un peu spécial parce que c'est des idées reçues, mais sur des théories scientifiques. Et je pense que même vous, qui êtes dans les sciences, vous allez peut-être dire « Ah mince, je ne savais pas tout à fait ça ». Alors avant de commencer, je vais vous parler d'un mot que j'ai découvert hier soir qui m'a fait beaucoup rire. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Alors est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que crépi ça vient pas de peur ? Y a pas un truc non ? Alors je ne sais pas étymologiquement, j'ai pas regardé, je sais juste que le mot date de 1888. Et pour vous donner un petit indice, il est revenu à la mode pour parler de gens qui parlent de la crise sanitaire actuelle. Théorie du complot peut-être ? Non, C'est pas les gens qui sont super crédules, qui croient à toutes les théories. non. Alors du coup, je vais vous spoiler la réponse, même si Magali sait plus parce que je lui ai dit tout à l'heure. En fait, J'ai tout fait comme. l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de donner son avis sur des sujets dans lesquels on n'a aucune compétence. Et en fait, c'est... j'ai pas noté son nom, c'est le directeur d'un centre de recherche français qui l'a réutilisé, qui l'a remis au goût du jour pour parler en fait de tous les pseudo-experts du sujet qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, Twitter entre autres. Alors, attention, il ne faut pas non plus confondre ça avec, par exemple, ce que des gens comme nous allons faire, c'est-à-dire de la vulgarisation, parce que nous, on va quand même se renseigner sur le sujet en amont. On ne peut pas arriver et débarquer avec nos gros sabots et dire « ouais, le masque, machin ». Le terme vise surtout les gens sur les réseaux sociaux qui vont partager des trucs faux ou se présenter comme experts en la matière ou dire j'ai un ami médecin qui m'a dit que tel truc était pas bien. Oui, au final, ça racontait des témoignages. C'est ça en Donc, fait. sans fondement. C'est ça. Donc maintenant on va venir dans mon quiz en lui-même qui est en fait, donc je l'ai dit, sur les idées reçues sur des théories scientifiques. Alors du coup je vais vous proposer une affirmation. Vous allez me dire si elle est vraie ou pas. Et après, on en débattra ensemble et vous me donnerez chacun vos versions et je vous donnerai la version finale. Alors, vous connaissez tous sûrement la loi de Murphy, au moins de nom. Et maintenant, je vais vous dire, la loi de Murphy et la loi de l'emmerdement maximum sont une seule et même chose. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, ça, c'est une Alors, déformation. dites-moi juste pour vrai moi, ou faux et après on moi, c'est justifiera. faux. Moi, Pour Corentin, c'est faux. Attends, non, t'as dit c'est une déformation de la loi. Attends. Non, j'ai dit la loi de Murphy et la loi de l'emmerdement maximum sont une seule et même loi. Ouais, bah non, faux. D'accord. Moi, j'aurais dit vrai. Ouais, moi aussi, vrai. Alors, justement, c'est Corentin qui a raison. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, si je dis pas de bêtises, ça, ce que tu as dit par rapport à la loi de Murphy, c'est que c'est une déformation de la loi de Murphy elle-même. Ce qu'elle veut dire à la base, c'est que au niveau des probas, par exemple, pour n'importe quel événement, il y aura toujours un moment sur la durée où la pire chose va arriver. Par exemple, je sais pas si si par exemple on te dit, tu travailles dans une bibliothèque et on te dit tu ne devras jamais te balader avec une bougie parce que ça pourra tout faire brûler. Et ben la loi de Murphy, elle dit qu'il y aura au moins un jour une personne qui va le faire. Mais elle dit pas que c'est la loi de l'emmerdement. Est-ce que c'est ça ? Alors, en gros, c'est ça. Donc, du coup, je vais reprendre un peu pour éclaircir. Donc, en fait, la loi de l'emmerdement maximum, elle dit que si y a un truc qui se passe, il va forcément se passer mal. Alors, si votre tartine, elle tombe, elle va tomber côté confiture. Alors que la loi de Murphy, elle dit pas ça. Elle dit que si une tartine tombe, il y a forcément à un moment une tartine qui tombera côté confiture. Et donc, en fait, la loi de Murphy, elle a été dérivée en tout va se passer mal forcément. Mais c'est pas la même chose en fait. Comme Quentin dit, c'est une déformation de la loi de Murphy. Donc en fait, la loi de Murphy, elle sert notamment au niveau de la sécurité
et de tout ce qui est protection, parce qu'en fait, les gens qui vont construire des trucs, ils vont prendre en compte la loi de Murphy et dire, ok, si une personne fait ça avec ce que je viens d'inventer, il y a forcément quelqu'un qui va faire un truc pas bien avec, et donc faut que je m'y mette. En fait, par exemple, les ceintures de sécurité, genre si y a une personne qui prend la voiture, c'est possible qu'elle rentre dans le mur. Il y a forcément une personne qui fera ça un jour, donc il faut que je mette un airbag à ma voiture. En gros, c'est juste les probas, quoi. En fait, c'est juste un truc de proba. Mais du coup, c'est pas la même chose. Faut pas dire loi de Murphy égale la tartine tombe côté confiture. C'est une déformation. Alors, on va passer à ma deuxième affirmation, qui est la théorie du chaos s'appelle aussi l'effet papillon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, moi je dirais faux. Je partirai aussi sur un faux. En vrai, moi, je vais dire vrai pour contrebalancer, parce que j'ai toujours entendu ça. Eh bien, Comme c'est ça. vrai. Je vais l'expliquer. En fait, ça vient de Lorenz, qui est un chercheur, un scientifique, qui, du coup, faisait des recherches sur la théorie du chaos, j'en reviendrai plus tard, et qui, lors d'une conférence, a dit « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» C'était sa question, par laquelle il a répondu par l'affirmative. Et en fait, ça veut pas dire si un papillon bat des ailes, il va provoquer une tornade de l'autre côté du monde. C'est juste que ça peut. Parce qu'en fait, la théorie du chaos, en fait, on l'utilise dans des systèmes dont on n'arrivera jamais à connaître toutes les données. L'exemple le plus simple, c'est avec un pendule auquel on va attacher plusieurs boules et qu'on va agiter. En fait, au bout d'un moment, le mouvement des boules qu'on aura mis en dessous sera plus possible à déterminer parce qu'il y aura trop de valeurs. Ce que ça veut dire, c'est que au début, quand on va faire bouger notre pendule avec ces boules auxquelles on va accrocher, pour un mouvement infime de genre 1 micromètre de décalage, la situation finale de la boule tout au bout, elle sera totalement différente. Par exemple, ça a des applications notamment en météorologie, où en fait on ne sera jamais capable de comprendre totalement toutes les masses qui sont en mouvement dans l'atmosphère, et du coup une erreur d'une dépression de quelques mètres va déplacer tout, et en fait on pourra aboutir à un ouragan ou à des trucs du genre qui seront pas possibles à déterminer. C'est pour ça que la météo, sur une longue période, c'est très dur à prévoir. C'est ça, parce que du coup on est confronté à la théorie du chaos qu'on peut plus ou moins quantifier. Mais même sur le court terme, des fois, la météo, Oui. il se trompe et du coup... C'est ça. Et en fait, donc plus il y a de facteurs, plus il suffit de bouger en gros, plus il y a de facteurs dans un truc dont on veut déterminer la position dans le futur, plus, en fait, une différence de départ infime, une erreur de mesure infime au départ, va en fait avoir des conséquences grandes et va être difficile à prévoir. D'où le battement d'aile qui fait une tornade. Alors du coup, j'en avais une dernière. Celle-là, elle est un peu plus connue dans le monde scientifique, peut-être un peu moins chez les gens non scientifiques. C'est le chat de Schrödinger. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chat de Schrödinger? Bien sûr. Oui. Est-ce que si je vous demande expliquez-moi l'expérience de Schrödinger, vous pourriez me dire ouais, je peux te l'expliquer super bien? Bah, je pense. Ouais, oui, bah. Bah, vas-y, J'ai eu des Loris, cours j'ai dessus, déjà... j'ai déjà beaucoup parlé. Vas-y. Bah, du coup, le chat de Schrödinger, on imagine qu'il y a un chat enfermé dans une boîte avec dedans une fiole de poison qui va se déverser tôt ou tard. Avec, je crois, techniquement, c'est parce qu'il y a un isotope radioactif qui va s'écouler, tout ça. Enfin, ça, c'est technique. Mais en gros, vu qu'on ne sait pas si elle est encore quand la fiole va se répandre, le chat est considéré comme mort et vivant à la fois. Corentin, t'es assez d'accord avec Je ça? suis d'accord et j'ajouterais juste que c'est... si je ne dis pas de bêtises, l'expérience, elle n'a pas été vraiment faite. C'était Oui, c'est une expérience de pensée. C'était une expérience de pensée faite par je sais plus quel philosophe, dont le but était d'expliquer les mouvements d'un électron autour d'un atome à des personnes non scientifiques. Ok, bah en fait vous avez très très bien expliqué la chose. Je ne pensais pas parce que j'en parlais tout à l'heure à Magali et elle me disait qu'elle connaissait vaguement de nom et que pour expliquer en détail ce serait plus compliqué. Voilà, merci de souligner ma nullité. Non mais il n'y a pas de souci, avant de faire la chronique j'aurais pas fait aussi bien que Loris ou Corentin. Oh. Donc en fait le chat de Schrödinger, comme Corentin l'a dit, c'est une expérience de pensée, c'est-à-dire ça n'a pas été réalisé parce qu'il faudrait des conditions dans lesquelles le chat est totalement isolé. Et en fait Schrödinger a utilisé cette image pour parler de théorie de physique quantique, donc comme Corentin l'a dit par exemple pour la position d'électrons autour d'un noyau, parce qu'en fait ce qu'on fait en physique c'est qu'on considère que les choses sont dans deux états différents, donc sont à deux endroits à la fois. Et pour montrer ça, on utilise donc l'image de ce chat qu'on met dans une boîte avec une fiole de poison
qui, si la fiole de poison se casse, le chat est mort, mais si elle reste si elle reste fermée, le chat est vivant. Et en fait, ce qui va déclencher l'ouverture ou non, enfin le cassage ou non de cette fiole de poison, ça va être, donc comme Loris l'a dit, en fait un isotope radioactif qui va avoir une certaine probabilité de se désintégrer ou non. Et en fait, s'il se désintègre, la fiole se casse, le chat meurt. S'il ne se désintègre pas, la fiole ne se casse pas et le chat est vivant. Et comme tant que la boîte dans laquelle on met tout ce système est fermée, tant qu'on ne l'a pas ouverte, on ne sait pas dans quel état se trouve le chat. Et donc on est obligé de faire des suppositions, donc de dire, le chat en fait, on ne peut pas le considérer comme mort, on ne peut pas le considérer comme vivant, il faut qu'on prenne en compte les deux états. Et en fait, c'était pour montrer que la physique quantique, ils sont obligés de prendre les éléments sur lesquels ils travaillent comme dans leurs deux états à la fois. Cette fois-ci, c'est un fait, et je vais vous demander s'il est vrai ou faux. D'abord, on va pas justifier, on va juste faire un tour de table comme d'hab. L'effet de serre est bénéfique pour l'humanité. Alors, l'effet de serre sans l'impact humain, Vrai ou faux? vrai. Moi, j'irais vrai aussi. Je sais pas du tout. D'accord. Alors, je vais commencer à répondre, après Corentin, tu pourras me dire si jamais tu veux rajouter des choses. Alors, parce qu'on entend souvent dire oui, l'effet de serre, c'est mal, ça provoque le réchauffement climatique. Sauf qu'en fait, si on n'avait aucun effet de serre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et c'est ça qui apporte la chaleur, mais en je pensais fait. que tu parlais justement du trop-plein d'effets de serre. Je parlais de l'effet de serre Oui, tout court. oui. Donc je vais vous expliquer un peu l'effet de serre, ce que c'est. Et après, Corentin nous expliquera pourquoi, dans les médias, en tout cas, on parle beaucoup de l'effet de serre, c'est mal, et on fait un rapprochement qui n'est pas forcément bien. En fait, il faut s'imaginer que notre Terre, elle est protégée par l'atmosphère. En fait, on va s'imaginer que l'atmosphère, c'est une espèce de grande serre, justement, qu'on va mettre autour de la planète. Et quand les rayons du soleil vont arriver, ils vont passer à travers cette serre. Et donc, si vous faites un peu de jardinage, vous savez qu'une serre, ça va servir à qu'il fasse plus chaud dans la serre, qu'on ait plus de chaleur, etc. Et donc, quand les rayons du soleil vont arriver dans l'atmosphère, il y en a certains qui vont rebondir sur l'atmosphère et d'autres qui vont pénétrer dans l'atmosphère pour nous chauffer. C'est ce qu'on reçoit. Ensuite, il y en a qui vont être repoussés par la Terre, mais cette fois-ci, ils vont subir la même résistance de l'atmosphère dans l'autre sens. C'est-à-dire que des rayons qui vont repartir de la Terre vers l'espace, il y en a qui vont être gardés par l'atmosphère, une partie, qui ensuite vont rebondir sur la Terre, repartir dans l'espace, mais être bloqués par l'atmosphère, etc., etc. Ça veut dire qu'on va avoir une conservation d'une partie de la chaleur à chaque fois des rayons qui seront rentrés. Et en fait, cette chaleur va servir à avoir une température habitable sur Terre. C'est pour ça que sur Mars, il fait beaucoup, beaucoup plus froid que sur Terre, parce qu'il y a 0 atmosphère. Alors que Mars, si Mars avait une atmosphère comme celle de la Terre, Mars serait habitable. Enfin, serait plus chaude et il y aurait potentiellement de l'eau liquide et potentiellement de la vie. Mais comme Mars n'a pas d'atmosphère, en fait, Mars n'a pas d'effet de serre, donc Mars est très froide. Puis je crois que ça empêche aussi... parce que du coup, le côté où il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de chaleur, mais du côté où il y a du soleil, tout cramerait sans l'effet de serre aussi, je crois. Ça protège c'est aussi des ultraviolets. Oui, ouais, voilà. Voilà, il y a beaucoup, notamment les ultraviolets B dont on a parlé il y a 2 semaines, qui sont beaucoup arrêtés par l'atmosphère. Alors, pour vous donner un exemple d'effet de serre, est-ce que vous savez dans quel ordre sont mises les planètes, les unes par rapport aux autres, par rapport au Soleil? Premier, c'est Mercure. C'est ça. Donc, la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Ensuite, il y a Vénus. Ensuite, il y a la Terre. Ensuite, il y a Mars. Ensuite, il y a les autres, mais celle qui nous intéresse, c'est Mercure et Vénus. En fait, il faut savoir que sur Mercure, qui est la plus proche du Soleil, il fait moins chaud que sur Vénus, qui est pourtant un peu plus loin du Soleil. Parce qu'en fait, Vénus a une atmosphère tellement épaisse, alors que Mercure n'a pas d'atmosphère, ou alors une atmosphère beaucoup plus faible, je ne sais pas. En tout cas, Vénus a une atmosphère tellement forte, qui a tellement un gros effet de serre, que la température du sol de Vénus est plus chaude que celle de Mercure, alors que pourtant elle est plus loin du Soleil. Donc en fait, l'effet de serre est nécessaire pour conserver une température stable autour d'une planète. Et donc les choses qu'on entend dans les médias, Corentin va nous en parler, c'est que en fait, on va, à cause de nos émissions de gaz, etc., on va avoir une augmentation de l'effet de serre, donc la température globale va augmenter. Et c'est pas forcément super bien. J'ai rien à rajouter vu que tu dis ce que j'allais dire. C'est ça. Corentin va vous en parler, mais je vous le dis. Bon du coup, Corentin va pas vous en parler. Désolé. Merci Nicolas, c'était une super chronique pour terminer cette émission. Merci de nous avoir écoutés, on vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon week-end. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec la page Facebook Science Infuse, ainsi que la chaîne YouTube Science Infuse. Et bon week-end et à dans 2 semaines. I let you go.
if you wanna let go. So I'll let you go.